Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir de mon top 10 romans de l'année 2021. C'est clôturé, on est en 2022 et il est donc grand temps de tirer un bilan sur l'année 2021. On essaye de ne pas se tromper dans les années. Et j'ai donc fait la synthèse de tout ce que j'ai lu l'année dernière. Et de cette synthèse, j'en ai retiré un petit top 10. Alors, si les chiffres vous intéressent, j'en ai quelques-uns sous la main. J'ai lu 118 livres en 2021, 55 romans, 16 thrillers, 11 contemporains, 8 young adultes, 11 documentaires beaux livres, 12 jeunesse et 2 bitlit, 3 SFFF. J'ai fait une seule LC, j'ai abandonné 9 livres, j'ai eu 31 coups de cœur, j'ai lu 30 maisons d'édition différentes et j'ai lu 42 691 pages. Ça, c'était quelques chiffres au hasard, enfin, comme ça, jetés un peu comme ça. J'y traîne pas, ce ne sont que des chiffres. Je pense que le plus intéressant reste tout de même le top 10 de ce que j'ai préféré lire l'année dernière. Vous allez voir qu'il y a un peu de tout. Il y a de la romance, il y a du thriller, il y a de la jeunesse, il y a du young adulte. C'est assez varié, mais après tout, vous le savez, j'aime lire un petit peu de tout, malgré le fait qu'on me colle l'étiquette romance sur le dos. Non, j'ai toujours aimé lire de tout et évidemment, eh bien, je vais partir du numéro 10 vers le numéro 1 et comme ça, vous aurez tout ce que j'ai le plus aimé lire cette année. Et en 10e position, eh bien, c'est de la jeunesse puisque cette année, j'ai lu Agatha et Hercule. Alors, j'ai lu les deux tomes. J'ai lu le premier tome qui s'appelle Une mystérieuse disparition et j'ai lu le tome 2 qui s'appelle Destination Far West. C'est aux éditions Gulfstream. C'est écrit par Sylvain Tristan et c'était vraiment très chouette. Alors, l'histoire est assez simple. On est dans un monde inventé, hein, avec Agatha et Hercule. Agatha et Hercule sont deux petits enfants et ils se réveillent un beau matin dans un monde où tous les adultes ont disparu. Voilà, c'est la fête au village. Au début, forcément, ils trouvent ça très marrant, très chouette, très amusant. Imaginez-vous, vous êtes gamin, il n'y a plus de parents pour vous surveiller et tout, c'est trop cool. Mais au bout d'un moment, ils commencent à se poser des questions et au bout d'un moment, on va tout doucement se rendre compte que les parents n'ont pas disparu pour la raison officielle qu'il paraît au début. Je sais pas si je suis très clair, mais bon, bref, au début, on va en tout cas se rendre compte que au fur et à mesure, il y a une explication derrière la disparition des parents, forcément. Et donc, Agatha et Hercule vont partir à l'aventure pour les retrouver. C'était vraiment très fun. C'est des tout petits livres, hein. C'est censé être pour les plus petits. Je ne sais pas pour quel âge c'est fait, mais bon, je suppose que c'est pour du 10-15 ans. 10-15 ans, c'est peut-être beaucoup. Ça doit être pour du 8-10 ans, un truc comme ça. C'est écrit assez gros. Il y a des dessins. Si jamais j'en retrouve un, je vais. Il y a des mots écrits en plus gros. Et puis, les dessins, c'est au début des chapitres. Il se passe plein de trucs, il y a plein de rebondissements, il y a plein d'actions. Vraiment, c'est très fouillé. Et puis, le style de l'auteur est très agréable et assez comique puisqu'il invente des mots, il invente des verbes, il invente tout un vocabulaire. Moi, franchement, j'ai pas d'enfant, mais quand je les ai lus, je me suis plus d'une fois imaginé les lire en même temps que avec mes enfants. Voilà, je vois trop les parents dire tu crois que ça existe ce mot-là? Non! Enfin, vous voyez le genre. Donc ça, c'était le numéro 10. En numéro 9, eh bien, j'ai mis un feel good, puisque j'ai vu chanter un rossignol sous la lune d'Emmanuel Puch Artero aux éditions Prisma. C'était vraiment très cool ce roman. Alors, cette histoire, c'est deux histoires en une. D'un côté, on a l'amie Colette et ses deux meilleurs amis qui s'appellent Julien et Sonia.
Colette est assez triste, plutôt très malheureuse. Il vient de lui arriver quelque chose que vous découvrirez en lisant le roman. Et donc, elle essaye tout doucement de se refaire une santé, de se refaire un moral, de recommencer sa vie et de ne pas se laisser plonger, quoi, ne pas toucher le fond. Ce qui n'est pas facile quand on a un drame dans sa vie. Et de l'autre côté, on a l'amie Tess, Tess qui arrive à La Rochelle et Tess qui va essayer de faire le point sur sa vie et elle va rencontrer un beau garçon qui va s'appeler Paul et forcément les deux histoires ont à un moment ou à un autre quelque chose en commun. Je vous laisserai découvrir quoi. Si vous arrivez à découvrir avant la fin de quoi il s'agit, vous êtes très fort. Moi, j'ai rien vu venir. C'était vraiment très cool. Le style d'Emmanuel est super bon. Il est un peu plus soutenu que de la jeunesse ou du young adulte ou que de la romance forcément. Mais quand même très facile à lire, très addictif. Les personnages sont super attachants. Alors j'ai eu un peu de mal avec Julien au début, mais bon, on finit par s'y faire. Mais Colette et Tess sont très attachants. Et puis il y a un plot twist de malade. Je vous dirai pas où dans l'histoire pour que vous vous fassiez prendre comme moi. Mais il y a un plot twist à un moment qui moi m'a juste laissé complètement choc. Bah alors, choc de chez choc. Euh, et c'est plein d'émotions, c'est plein de sentiments, c'est plein de tristesse, mais avec beaucoup de lueur d'espoir et ce petit message oui, il arrive des malheurs dans la vie et oui, ça va pas toujours bien, mais on finit par s'en sortir et c'est pas parce qu'il se passe un malheur que la vie est finie. Bref, un très beau roman, feel good, qui vous laissera pas insensible. Voilà. Ensuite, on est donc au numéro 8, on change complètement d'univers, on passe dans le young adult. Dans le young adult romance, hein, c'est classé comme du young adult, mais il y a tout de même pas mal de sexe et pas mal d'explicisme. Je sais pas si ça se dit, mais bon, voilà, c'est assez explicite. Donc c'est du young adult plus adulte que young. Hein, voilà. Alors, pour l'histoire, cette histoire avait tout pour me plaire. Déjà, regardez-moi le livre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve magnifique. Hein, voilà. L'histoire, c'est l'histoire de deux jeunes hommes. Le premier s'appelle Alex. C'est ça? Oui. Et le deuxième, c'est Henry, que j'ai pas arrêté d'appeler Harry. Donc, Alex est le fils de la présidente des États-Unis d'Amérique. Henry est le prince d'Angleterre, d'où Harry, hein, forcément. Et ça commence par un enemies to lovers, ils peuvent pas se piffer, rien du tout. Et puis au fur et à mesure, ils vont se rendre compte qu'ils sont amoureux. Et donc on va suivre l'histoire d'amour entre ces deux garçons. Et donc on a d'un côté la romance, c'est génial. De l'autre côté, on a plein de thématiques LGBT, forcément, puisque bah, c'est un MM. On a du féminisme, là. On a enfin une présidente des États-Unis. Euh, on a l'adversité, on a l'amour, enfin bref, on a plein de thématiques comme ça. Et puis forcément, il y a plein de politiques, puisque ben, on est dans un monde de merde. Et deux garçons qui sortent ensemble, ça pose problème apparemment. Et donc, bah, branle-bas de combat, quoi. Oh, le fils de la présidente sort avec le fils de la reine. Oh là là, quelle horreur. Et donc, bah, on suit tout le côté politique où bah, les équipes de communication des deux côtés de l'Atlantique eh bien, essayent de gérer la presse et l'opinion publique pour pas que ça fasse scandale. Bien que bon, il serait peut-être un peu grand temps pour que ce genre de choses ne fasse plus scandale, mais bon, hein, je vais pas, je vous apprends rien en vous disant que notre monde n'est pas parfait, loin d'être parfait même. Donc voilà, j'ai passé un super bon moment avec ce roman et je ne peux que vous le conseiller. Le style est super efficace, alors vous avez vu le nombre de pages, hein, il fait presque 600 pages, ça se lit comme pour rien.
Et il y a plein de rebondissements, on ne s'ennuie pas, etc. Il faut juste savoir qu'il y a quand même pas mal de sexe explicite et que donc, bon, c'est pas à mettre entre toutes les mains non plus. Ensuite, en numéro 7, vous savez que je me suis ouvert à la SFFF cette année et eh bien il y en a un qui se retrouve dans mon top 10. J'ai adoré La maison au milieu de la mer céruléenne. J'arrive pas à dire le titre mais j'ai adoré. De T.J. Klune aux éditions de Saxus. Franchement, alors l'histoire d'abord, on y suit le Linus Baker. Linus Baker qui travaille un peu pour le gouvernement qui surveille que tout se passe bien parce que c'est un monde où il y a une grande part de magie. Et Linus Baker va être envoyé par sa hiérarchie, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est... Ouais, voilà, c'est les cadres extrêmement supérieurs. Ils vont l'envoyer dans une école, enfin dans un... C'est pas vrai, enfin c'est... Comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle... un orphelinat où il y a des jeunes qui savent maîtriser la magie. Sauf qu'il est envoyé, c'est un peu mystérieux, on lui dit pas tout, on lui dit tu verras c'est spécial, mais on veut un rapport complet sur ce bâtiment et sur ses occupants, on veut tout savoir, etc. Bon, Linus Baker, qui est quelqu'un d'un peu pas forcément paumé, mais il est tout seul dans son coin, il n'a pas de vie sociale, il a pas, enfin, il vit tout seul avec son chat, il n'est pas très heureux, il n'a pas vraiment d'amis, etc. Il y va, et sur place, il va tomber sur des enfants, comment dire, un petit peu beaucoup particuliers. Je pense que c'est pas dit dans la quatrième de couverture, donc il vaut mieux ne rien dire. Mais voilà, il y a des enfants que personnellement je préférerais ne pas rencontrer dans ma vie. Et, et donc, bah, il va falloir composer avec. J'ai adoré le message principal du livre, c'est que on est tous, on mérite tous une chance, on mérite tous d'être traités de la même manière, on mérite tous de ouais, d'avoir une vie tous pareille, quoi, et de ne pas être sacrifiés sur l'autel de notre nom, de notre passé, de où on vient, de ce qu'on est. Voilà, on doit être jugé sur nos actes et sur nos paroles, et c'était super intéressant. Il y a pas mal de magie, la magie ça fonctionne toujours aussi bien. Il y a pas mal d'actions, on ne s'ennuie pas une seconde. Il y a pas mal de rebondissements, il y a pas mal de choses à découvrir, mais c'est quand même assez clair, c'est pas un truc super compliqué avec plein de règles et tout. Donc bref, franchement, moi j'ai été de chez complètement euh, happé par cette histoire et j'ai adoré du début à la fin, je ne peux que vous le conseiller, mais en même temps je vais vous dire ça de tous les livres, puisque si ces livres se retrouvent dans cette vidéo, c'est que je vous les conseille. Ouais, ah bah dites donc. Ensuite, on passe au numéro 6. Le numéro 6, c'est du thriller, puisque je vous propose 1991, 1991, 1991. Pour vous, amis français, c'est écrit par Franck Tellier, c'est aux éditions Fleuve, dans la collection Noire. Alors, c'est la première enquête de Charcot, c'est mis sur la couverture. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui adore la saga Charcot et Nebel et qui adore Franck Tellier. Je pense que si vous connaissez Franck Tellier, vous le savez tous. Euh, c'est super addictif, ça se lit toujours tout seul. Les livres sont jamais très très courts et pourtant ça se lit à une vitesse folle. Et là, c'était encore plus intéressant. D'abord parce que c'est la première enquête de Charcot et que comme ça fait plusieurs tomes quand même maintenant, ça fait un moment qu'on suit Charcot, eh bien c'est intéressant de voir ses débuts, etc. etc. C'est comme moi quand je tombe sur mes premières vidéos, c'est toujours intéressant de voir d'où on vient, même si parfois on a quand même un petit peu honte. Et puis c'était super intéressant parce que 1991, c'est ma date de naissance. Et forcément, j'ai connu les années 90. Je suis un vieux dinosaure. J'étais au cinéma il y a une semaine, enfin non, il y a 4 jours au moment où je tourne cette vidéo. J'ai été avec deux petites. Il y en a une qui est née en 2009 et l'autre en 2012. Je me suis senti mais vieux
de chez vieux. Quand je leur ai dit que moi, ma première Game Boy, c'était une grosse brique, les jeux étaient en noir et blanc et qu'il n'y avait que Tetris et Mario Bros. Quand je leur ai dit que moi, à mon époque, les télés, elles faisaient ça d'épaisseur. Quand je leur ai dit que moi, les ordinateurs, à l'époque, c'était pas des ordinateurs portables. Et quand je leur ai dit que quand je suis commencé à devenir grand, Internet commençait à peine à fonctionner, ils m'ont regardé, l'air de dire qu'est-ce que c'est que ce type-là? Donc voilà, là on est en 1991, il y a à peine des ordinateurs, Internet, hein, voilà, l'ADN, les portables. Donc franchement, une belle plongée dans les années 90, comme je les ai connus, ma petite dame. Hein. Et encore une fois, une enquête super prenante. euh, que j'ai rien, enfin, moi je comprends jamais rien à ma vie avec Franck Tellier parce que je ne devine jamais là où il va aller, je ne devine jamais qui est coupable, je ne devine jamais rien. Donc bref, c'était encore une fois une super réussite pour ce nouveau Franck Tellier que je ne peux que vous. À la cinquième place, je vous ai préparé une trilogie. En fait, j'ai aimé les trois. Alors, mon préféré, c'est peut-être Colt, ce qui est assez paradoxal. Je vous dirai pourquoi après. Mais donc, la trilogie que je vous ai préparée, c'est la trilogie Renegades. Le tome 1, c'est Pax. Le tome 2, c'est Joaquin. Et le tome 3, c'est Colt. Et donc, en fait, c'est une romance MM. Alors, la chose qui m'a marqué, moi, avec cette saga, c'est qu'il y a pas mal de sexe. Alors, je ne sais pas si c'est normal, ou si c'est pas normal, ou si c'est tout à fait normal, mais il y a pas mal de sexe. Et puis, on va quand même en venir à l'histoire. C'est l'histoire de Pax et Joaquin, au départ, qui sont deux meilleurs amis. Et en fait, Pax... Alors, on va voir comment on s'est dit. Donc, Pax est un gangster et règne sur Greenfield, une petite ville du New Jersey. Jeux et combats illégaux constituent son quotidien. La justice veut le faire tomber. Les gangs rivaux guettent la moindre faiblesse. Voilà. Donc, c'est un gangster. Et on va donc suivre l'histoire de Pax. D'un côté, ses activités illégales, avec les combats illégaux et les... J'ai un trou. J'ai un trou. Les jeux, voilà, c'est ça. J'allais dire le casino, mais bon, le casino, c'est pas illégal, quoi. Et donc, on va suivre tout ce côté business, ce côté danger, ce côté jeu et du chat et de la souris avec la police qui veut absolument le coffrer, le côté danger, le côté gang rivaux qui veulent absolument le faire tomber pour pouvoir récupérer ses affaires. Et de l'autre côté, on va suivre son histoire d'amour. Ouh. Et son histoire d'amour, ça va être avec un brillant avocat qui s'appelle Nate. Voilà, ils vont sortir ensemble. Ça va être tagadam boum boum. C'est super addictif. Le style est... je sais pas si c'est insultant de dire que le style est simple. Mais le style est simple et addictif et super prenant. Et j'ai lu chacun d'entre eux en une soirée. Donc franchement, c'était juste méga trop cool. Et puis il se passe mais tellement de choses, tellement de rebondissements et tellement de moments où on se demande si les personnages vont s'en sortir, comment ça va finir, etc. etc. C'est juste complètement fou. Alors il y a un quatrième tome, hein, mais j'ai pas encore lu le quatrième tome. Et donc dans le tome 1, on suit Pax. Dans le tome 2, on suit Joaquin, qui est le meilleur ami de Pax et qui est son coéquipier. C'est tout la même chose, hein, niveau ambiance, niveau risque, niveau danger, etc. Il y a le couple qui change, quoi. Et enfin, il y a Cold, et je vous disais que c'était mon préféré, et que c'était peut-être une bizarrerie, parce qu'en fait, Colt n'est pas à la base un personnage super central dans la première duologie. On le voit juste une fois ou deux, et donc au début, quand je m'y suis mis, je me suis dit, bon, c'est qui celui-là? Moi j'étais attaché à ces deux-là, je sais pas qui c'est celui-là, je suis pas sûr de l'aimer, etc., etc. Et finalement j'ai adoré. Lui, Pax, il travaille au FBI, et il va être en couverture, sous couverture pour infiltrer un gang russe. Et pas de bol, il va tomber amoureux de celui du méchant, quoi.
Ah, voilà. Donc, c'était super bien prenant aussi. Bref, je vous conseille cette saga parce que moi, elle m'a beaucoup trop marqué en cette année 2021. On passe à la place numéro 4. À la place numéro 4, il y a une duologie. Il s'agit de L'encre du passé. Donc, le tome 1 et le tome 2, c'est de Erika Boyer. C'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Et je suis tombé amoureux de cette histoire. C'est l'histoire de Clément et Seven. Clément est... je sais plus lequel est lequel. Clément, il est auteur et Seven, il est tatoueur. Ou alors c'est l'inverse, mais je pense que c'est ça. Oui, c'est censé être mes coups de cœur de 2010 et j'hésite. Mais je suis sûr à 99% que c'est ça. Et donc, je vais pas arrêter d'hésiter pendant tout le schmilblick. Donc, Seven, qui est tatoueur, a tout un groupe d'amis. Ils sont en vacances et pendant qu'ils sont en vacances, il va se balader et il tombe sur Clément. Clément qui est auteur, donc, et qui bourlinque un peu à gauche, à droite, parce qu'il aime bien s'inspirer pour écrire ses romans. Ils vont tomber fous amoureux, coup de foudre, pouf, comme ça, tomber. Je suis tombé pour lui. Et qu'est-ce que je dois dire d'autre? Et ils vont tomber amoureux, sauf que c'est pas facile parce que bah, ils habitent pas l'un à côté de l'autre, ils se sont rencontrés en vacances et donc ils vont se voir très peu souvent et ils vont avoir une relation euh, assez éloignée, quoi. Hein, voilà. J'ai l'impression d'être très brouillon sur ce livre-là, je suis désolé. Et donc on va suivre cette histoire. Le plus intrigant et la plus grande part du roman n'étant pas forcément ça, c'est surtout les démons de Seven, parce que Seven n'est pas très bien psychologiquement, il a du mal. Et puis il y a l'histoire de Clément, Clément qui cache quelque chose et donc tout le sel va être de découvrir ce qu'il cache et pourquoi il ne le dit pas et pourquoi il ne veut pas le dire à Seven, etc., etc., etc. Moi j'ai adoré. J'ai adoré en grande partie à cause du style d'Erika Boyer qui a été une vraie découverte. Euh, Elle a une plume magnifique, super addictive, et elle arrive, comme personne, à transmettre ses sentiments, à transmettre la peur, la tristesse, l'amour, l'amitié, le groupe d'amis dans le livre. Il est juste merveilleux. Moi, vous savez que j'aime beaucoup l'amitié, que je trouve que l'amitié c'est un sentiment exceptionnel. Euh, Tout aussi fort que l'amour. On parle toujours de relations amoureuses, etc. On ne parle jamais d'amitié, mais pourtant l'amitié, c'est génial. Et donc j'ai adoré cette partie-là aussi. J'ai adoré le suspense, j'ai adoré les rebondissements. J'ai juste eu un peu de mal sur le fait que Clément taise son secret aussi longtemps à Seven et que Seven l'accepte, parce que pour moi dans la réalité on n'accepte pas ça. Mais à part ça, franchement, il est dans ce top 10 en grande partie grâce à la plume d'Erika Boyer, parce que c'est juste un bijou. C'est un bijou. Ensuite, en numéro 3, j'ai mis Regretting You de Colleen Hoover aux éditions Hugo dans la collection New Romance en grand format. Ce livre-ci était juste trop émouvant. Alors, on est avec Morgane. Morgane qui est une maman qui a eu sa fille Clara. C'est ça. Euh, c'est ça, hein. Oui, et donc elle a eu sa fille, Clara, voilà. Et Clara est devenue grande. Sauf que bah, Morgane a passé sa vie à organiser toute sa vie autour de sa fille. Et le jour où sa fille devient grande, bah, elle n'a plus rien à faire dans sa vie. Elle se rend compte que bah, voilà, ma fille est grande et maintenant qu'est-ce que je fais? Et donc on a toute la thématique de la maternité et du rôle de la maman et de la difficulté que peut avoir une maman qui est à la fin
la maternité de sa fille, quoi. Sa fille est devenue grande et qu'il faut repenser, reconstruire sa vie. Mais s'il n'y avait que ça, s'il n'y avait que ça, non, le livre est super émouvant à cause de secrets de famille, puisque Morgane, la pauvre, va se rendre compte de certaines choses et elle va vriller parce que ce dont elle se rend compte, c'est très difficilement acceptable. Et puis en plus, elle a 17 ans, il me semble, oui. Donc elle est en pleine crise d'ado, etc., etc. Bref, on a un maelstrom d'émotions, un maelstrom de thématiques, un maelstrom de choses qui vous serrent le cœur, qui vous fait pleurer, qui vous... Oh là là. C'était super, super, super prenant. Et puis bon, bah, vous connaissez tous, je pense que je dois pas faire une demi-heure dessus, je pense que vous connaissez tous le style de Colleen Hoover qui est toujours aussi prenant, qui est toujours aussi bien, qui est toujours aussi... Hein, voilà quoi. Elle arrive à transmettre les émotions comme jamais. Donc j'ai adoré et je ne peux que vous le conseiller. En deuxième place, on a un livre LGBT+. LGBTQIA+. Je suis désolé, c'est pas du tout par manque de respect ou par manque de considération parce que je m'en fous, etc. Mais je me perds constamment dans ces lettres. Alors j'ai retenu que le B est avant le T parce que c'est dans l'alphabet B est avant le T. C'est pas l'explication de pourquoi c'est LGBT, mais c'est le moyen technique que j'ai retenu. Hein. Par contre, les lettres après, j'ai beaucoup de mal. Donc, désolé, c'est pas par manque de je m'en fous de vous, c'est juste que je me trompe toujours. Et donc, j'ai lu Jonas de Lily Harker aux éditions Hugo dans la collection New Way. Et ce livre, les amis, ce livre, il est juste magnifique. Alors, c'est magnifique, mais c'est très triste. On est avec Jonas. Jonas qui est gay et qui est malheureusement gay à notre époque. Peut-être que dans 10, 20, 30 ans, 50 ans, ça sera normal d'être gay, mais... Enfin, c'est normal déjà maintenant, mais peut-être que la société arrêtera ces conneries et qu'on arrêtera d'en faire tout un pataquès. Mais dans notre époque, malheureusement, ça pose encore des problèmes. Donc Jonas est gay, il en a un peu marre, il est déjà un peu malheureux, etc. Mais il n'ose pas dire qu'il l'est, il n'ose pas faire son coming out. Le problème, c'est qu'on va décider pour lui et qu'on va donc dire à sa place qu'il est gay, quoi. Ça a un nom aussi, je suis désolé, on va le... Ah, ça a un nom. Mais bref, on va dire à sa place qu'il est gay. Et là, c'est le début des emmerdes. Et c'est le début de la vie d'enfer. Puisque tout le monde, absolument tout le monde va se retourner contre lui. Et j'étais d'une tristesse, j'étais d'une colère, j'étais dévastée quand j'ai vu comment on s'en prenait à ce pauvre Jonas. Alors, que les étrangers s'en prennent à lui, c'est pas beaucoup plus mieux, c'est pas beaucoup plus explicable, etc. Mais bon, les étrangers sont cons, et puis on peut se dire ils sont cons, laisse tomber, fais pas attention à eux. Que ses amis lui tournent le dos, c'est déjà plus problématique, mais que sa famille s'en prenne à lui, c'est juste terrible. Il est dans une famille extrêmement conservateur, ses parents refusent de l'accepter comme il est. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est sa sœur avec laquelle il a une relation fusionnelle et sa sœur lui en veut presque, carrément. Et donc j'ai été révolté par la sœur. Bref, voilà, je pense que je vous ai tout dit en fait. C'est une histoire MM avec un pauvre garçon qui s'en prend plein la gueule. Pour, pourquoi? Parce qu'il est gay. Alors que bon, ben voilà quoi, il est gay. C'est tout quoi. Enfin, de toute façon, personne ne mérite de s'en prendre plein la tronche. Et c'était tellement touchant, tellement... les souvenirs remontent et du coup, les émotions remontent avec. C'était émouvant et révoltant. Voilà,
C'était terrible et vous pouvez qu'être blessé pour Jonas et vous ne pouvez que espérer euh, que notre société change et vous ne pouvez qu'avoir une pensée pour tous ceux qui vivent ça parce que c'est juste... enfin bref, voilà, je pense que vous aurez compris, ce livre est génial. Et en numéro 1, j'ai mis du thriller cette année, puisque j'ai mis la duologie, parce que je n'ai lu que les 2 premiers tomes, normalement c'est une trilogie, mais j'ai pas encore lu le 3e tome. J'ai mis Le Cri et Complot de Nicolas Buckley aux éditions Pocket. Alors, mon plus gros coup de cœur, c'est Complot, même si j'ai eu un coup de cœur pour les 2, mais j'ai préféré un peu Complot. Mais bon, forcément, je vous présente les 2. Alors, dans cette saga, on va suivre une inspectrice. Alors, est-ce qu'elle est inspectrice? Ouais, inspectrice. Sarah, qui est policière. Enfin, elle a fait partie des forces spéciales et là, elle est policière en Norvège et elle va devoir à chaque fois mener une enquête devant des fous alliés. Alors, autant le dire, les méchants dans cette saga, c'est des fous alliés. Dans le premier tome, c'est un fou qui s'en prend à la psychologie humaine en mode on va essayer de travailler sur les souvenirs de l'être humain. J'en dis pas plus parce qu'il faut pas trop spoiler non plus. Et dans le 2e tome, on va découvrir des fous alliés qui sont absolument contre le féminisme, en tout cas contre les femmes, et pour qui bah, les femmes c'est des moins que rien. Et non, elles ne méritent absolument pas le même statut et le même... elles ne méritent pas d'être à égalité avec les hommes. Voilà, ça c'est les grosses thématiques des 2 tomes. Ces 2 livres étaient... c'est des pavés, hein, mais ça se lit comme pour rien. Il y a plein d'actions, il y a plein de rebondissements, il y a plein de... Les thématiques sont super fouillées, c'est très... c'est pas, bon, une petite explication de 10 pages et puis on s'en fout. Non, c'est vraiment creusé. Sarah est juste géniale, badass, elle fonce dedans, elle a peur de rien. Elle fait une rencontre dans le premier tome, j'aime trop ce petit duo. Euh, et puis le style est super addictif. Et alors, il y a un petit défaut, c'est que parfois l'auteur va un poil trop loin dans le... On en met un peu plus, un peu plus, un peu plus. Mais c'est à peine dérangeant parce que tout le reste est juste super méga trop cool. Si vous n'avez pas encore lu cette saga, en tout cas ces 2 premiers tomes, je ne peux que vous en... Je ne peux que vous y encourager parce que c'est vraiment, vraiment très chouette et vraiment, vraiment très, très, très prenant. Voilà. J'en dis pas plus, il faut découvrir, mais faites-moi confiance, c'est trop méga trop cool. Et donc c'est comme ça que se termine ce top 10 roman de l'année 2021. Comme quoi vous avez vu, j'ai eu des beaux coups de cœur dans des genres bien différents et bien variés. Et du coup, bah, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir beaucoup de ces titres, hein, puisque c'est tout dès que j'aime bien. En tout cas, n'hésitez pas. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.